Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Info. La grande édition de nos informations sera consacrée essentiellement ce soir à la rencontre entre le chef de l'État et les différents préfets du pays. L'amélioration des conditions de travail des administrateurs territoriaux était au centre de la rencontre. Voici le reportage de nos confrères du bureau de presse de la présidence. C'est une rencontre fraternelle qui vise à mieux orienter ses administrateurs territoriaux sur la nouvelle démarche que le chef de l'État entend imprimer à l'administration guinéenne de façon générale et à celle décentralisée en particulier. C'est pourquoi, au cours de cette rencontre, toutes les questions liées à la vie des populations à la base ont été évoquées, de la mobilisation des ressources en passant par l'agriculture, l'élevage, l'énergie, l'agro-industrie et bien d'autres questions ont été soulignées. À préciser que ces préfets sont à Conakry à la faveur de l'atelier modulaire Bridge sur le renforcement des capacités des administrateurs territoriaux sur le processus électoral. Mesdames et messieurs les préfets sont présents à Conakry dans le cadre d'une formation initiée par la Commission électorale nationale indépendante. Il faut le dire au passage qu'ils sont des partenaires techniques du premier ordre de cette institution républicaine. Ils sont donc là dans le cadre de cette formation. La formation va être clôturée cet après-midi. Mais voilà que, en dépit de votre agenda très chargé et connu de tous, voilà que vous acceptiez de nous recevoir. Pour cette disponibilité, Monsieur le Président, les cadres du département et les préfets me chargent de vous remercier. Profitant de cette rencontre, les 33 préfets du pays ont présenté leur mémorandum au président de la République, professeur Alpha Condé. L'administration territoriale, préfectorale et surtout sous-préfectorale manque cruellement de crédit de fonctionnement. Il est également à noter que le fonctionnement des commissions de sécurité et de défense nous pose assez de problèmes dus au manque de moyens logistiques des services préfectoraux de défense et de sécurité. Aussi, nous souhaiterions que la communication dans les sous-préfectures et les préfectures soit améliorée par la dotation de nos structures avec des radios VHF. Monsieur le Président de la République, les administrateurs territoriaux suggèrent une rencontre par an entre eux et leur président de la République. Je voudrais m'arrêter là et vous dire que nous sommes prêts à recevoir vos instructions et vos conseils. Répondant au préfet du pays, le chef de l'État est d'accord sur certains points soulignés. Mais le président de la République demande au préfet la restitution de la formation reçue au niveau des sous-préfets. Avec les 33 préfets du pays, le chef de l'État, après avoir mis l'accent sur le programme de développement du gouvernement, a demandé une plus grande implication des préfets pour l'atteinte des objectifs du développement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des autorités décentralisées. Parce qu'on constate que les crédits très souvent restent au niveau des ministères et que les autorités décentralisées n'ont pas souvent accès à leurs crédits. Et ça, c'est valable au niveau de tous les ministères. C'est que nous sommes en train de voir le fonctionnement pour qu'effectivement les dotations budgétaires soient respectées. Pourquoi cette année, la préparation du budget va être tout à fait différente aux autres années. La première chose d'abord, c'est que vous devez transmettre au sous-préfet dans votre préfecture ce que vous avez appris ici. Il ne suffit pas que les préfets soient bien informés sur le déroulement des élections, il faut aussi que les sous-préfets le soient. Donc on demandera qu'à votre tour, dans chaque préfecture, il y ait une réunion où tous les sous-préfets sont convoqués pour que vous fassiez la restitution de ce que vous avez appris ici. Votre rôle doit être extrêmement important dans l'implication au niveau du développement économique. D'abord au niveau de l'agriculture. Il est évident que nous devons continuer à nous battre pour l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire l'augmentation de la culture du riz, du sorgho, patate douce, le taro ou l'igname. Et cela pose le problème de l'irrigation.
parce que notre objectif c'est de faire de l'irrigation, ce qui peut nous permettre de faire 3 cultures par an et de faire passer le temps de rentabilité des paysans de 1 tonne à l'hectare à 4 tonnes. Vous savez qu'on a une expérience avec le Vietnam et l'Afrique du Sud, où ils font 7 tonnes à l'hectare. Nous avons aussi certains qui cultivent, comme par exemple Théophile, qui fait 4 tonnes à l'hectare. Donc le problème de l'eau est fondamental. La deuxième maintenant, c'est les cultures d'exportation. En effet, si les cultures vivrières permettent aux paysans de faire face à ses besoins de nourriture, pour faire face aux autres dépenses scolaires de ses enfants et autres, etc., il a besoin d'avoir des cultures de rente. C'est pourquoi donc nous avons décidé de lancer sérieusement les cultures de rente. D'abord le noix de cajou. On avait un programme de faire 200 000 hectares. Selon les techniciens, les 200 000 hectares sont atteints. Mais comme je me méfie beaucoup des Guinéens qui mentent beaucoup, nous allons vérifier systématiquement, puisqu'on a les noms des gens qui sont supposés avoir planté. Nous allons avoir leur numéro de téléphone et demander à l'inspection d'État de contrôler effectivement. Nous avons aussi demandé en Haute-Guinée le développement de la culture de sésame, de l'arachide, du coton et du maïs. Et dès maintenant, il faut que les paysans commencent à préparer le terrain pour la prochaine campagne de noix de cajou. Parce que, évidemment, nous avons fait cette fois gratuitement, en achetant les noix, en les conditionnant, en les envoyant dans les sous-préfectures. Bon, ça c'est pour encourager les paysans, mais ça ne va pas toujours continuer. Mais pour le moment, on va demander aux paysans de commencer en accord avec l'Amplocan, parce que c'est les terrains les plus pauvres sur lesquels on plante l'anacarde. Et l'anacarde, c'est une plantation de paresseux parce qu'à bout de 3 ans, ça produit, vous n'avez pas besoin d'entretien. Et ça rapporte énormément, puisque nous allons faire des usines d'anacarde pour transformer l'anacarde sur place ici et non pas vendre le produit brut. En ce qui concerne le maïs, nous avons acheté à Mandiana et nous avons envoyé à Dinguiraye. Nous n'avons pas pu, parce que Lola c'était trop tard, mais il est évident que Lola sera un très grand centre de développement de la culture de maïs. Pourquoi? Maïs, arachide, coton, pourquoi? D'abord, nous avons une usine d'arachide à Dabola qui, pour le moment, ne peut faire que 50 000 tonnes, alors qu'on peut faire 100 000 tonnes, mais ne fait même pas les 50 000 tonnes. Donc, il faut que cette usine soit suffisamment ravitaillée pour pouvoir faire les 100 000 tonnes. La deuxième, c'est l'usine d'alimentation des bétails. Parce que vous savez, avec le développement de l'agriculture, il faut éviter que les bœufs aillent détruire les champs des paysans. Donc, pour cela, nous avons demandé à ceux qui ont des usines de farine de faire une usine d'alimentation des bétails. Taher a déjà commandé son usine en Suisse et Keneko aussi va commander. Pour cela, nous avons besoin évidemment, en plus du son produit par les usines de farine, nous avons besoin de maïs et d'arachide et même de tourteaux de coton. Pour les bœufs, si à peu près 70% c'est le son donc, qui est produit par les usines, et 30% le maïs ou bien l'arachide. Pour les poussins, c'est l'inverse. Donc nous avons besoin d'augmenter sérieusement la production de maïs, d'arachide et de coton. Donc vous devez être les premiers sur ce champ de bataille et suivre de très près. Et encourager les sous-préfets à suivre de très près. Parce que nous avons besoin d'augmenter le niveau de vie de nos paysans, de la population. Et pour augmenter le niveau de vie et de changer en situation en Guinée, c'est d'abord l'agriculture. En forêt, nous relançons la culture du café et du cacao, des palmiers à huile. Nous avons près de 380 000 hectares que nous pouvons faire en café et cacao. Il n'y a que 30 000. Notre objectif, c'est d'arriver à la totalité. Et les plantations qui existent, 70% c'est des vieilles plantations qu'il faut changer. Mais on attend d'abord que les paysans reçoivent les nouvelles semences qui commencent. On commence par les superficies qui sont pour le moment disponibles. Surtout si on prend le cacao Mercedes produit au bout de 18 mois.
ce qui n'est pas le cas du cacao ancien. Mais en forêt aussi, nous avons aussi relancé l'élevage de porcins, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de porcs en forêt. Nous avons donc fait venir des races en Côte d'Ivoire qui peuvent faire jusqu'à 17 petits par portée. Il faut maintenant que les paysans soient organisés, parce que même si on les revend à moitié prix, la plupart ne pourront pas acheter. Donc il faut qu'ils s'organisent pour que la banque puisse les accompagner et que la banque paye, qu'ils rembourse progressivement. Donc on a déjà demandé aux paysans de s'organiser pour que l'organisation soit solidaire, qu'ils soient solidaires et que l'organisation soit responsable du remboursement par leurs différents membres. Les conseils à la présidence sont en train de travailler avec le ministère de l'Agriculture pour cela. Les palmiers, ça sera aussi en région, en Basse-Guinée bien sûr, région de Bofa et autres là, etc. Ce n'est pas seulement en forêt. Et aussi, en ce qui concerne le café, nous allons essayer de développer le café arabica en région en Fouta, puisque c'est le café de haut plateau. Donc si nous développons le café robusta en forêt, nous souhaitons aussi développer le café arabica au Fouta. Mais nous avons un problème très sérieux. Nous, on veut que tous les paysans utilisent les engrais. On leur vend sur leur champ à moitié prix, mais malheureusement, il y a beaucoup de trafic. Et il y a beaucoup de complicité, de vos propres complicités. Parce que si vous faites correctement votre travail, l'engrais qu'on envoie ne peut pas se retrouver au niveau des commerçants. Nous avons eu le cas de Sigini, où mon papa a nié qu'il y ait un trafic. J'ai dit il y a un trafic, il a demandé tout le temps, Sigini a besoin de temps, je dis non. Sigini a reçu des engrais qu'il n'a pas utilisés, on ne va pas envoyer d'autres engrais. On s'est accroché plusieurs fois, mais il a fini par reconnaître qu'effectivement, il y avait trafic, puis on a pris des commerçants qui avaient des stocks d'engrais, alors que l'engrais est envoyé à la chambre d'agriculture en fonction des demandes des paysans. Et cet engrais, je lui ai dit que cet engrais est exporté dans les pays voisins, parce qu'évidemment, ils reçoivent à un très bon prix l'engrais, et les commerçants vont vendre ça dans les pays voisins. C'est le cas à Mandiana et à Signi, principalement ça, nous n'allons pas accepter. Donc, on a demandé à la Banque mondiale de nous accompagner pour voir effectivement comment nous allons organiser la distribution des engrais. Il n'est pas question que nous, on supporte au niveau du budget presque plus de la moitié du coût des engrais pour que ces engrais soient exportés dans les pays voisins. C'est la même chose pour le riz. Si nous accompagnons les paysans, nous n'accepterons pas que ce riz soit exporté dans les pays voisins, d'autant plus que nous n'avons pas encore atteint le taux de consommation. Mais cela suppose l'organisation de la vente du riz, de la commercialisation. Donc nous évoluons vers le principe que si quelqu'un qui importe le riz, il doit imposer 10 000 tonnes de riz, par exemple, d'extérieur, il doit prendre 3 000 tonnes en Guinée. Parce qu'il est anormal que la production du riz augmente et que l'importation augmente. Ça va être l'inverse, au fur et à mesure que la production augmente, l'importation doit diminuer. Or, on constate le contraire. Donc il y a toute une organisation maintenant. Le rôle des préfets sera de plus en plus économique, comme aujourd'hui l'armée. Vous voyez ce que l'armée participe au développement économique, l'armée participe à l'assainissement, etc. Donc ça, c'est le point extrêmement important. Donc vous devez veiller, suivre de très près en travaillant avec le ministère de l'Agriculture et les services décentralisés du ministère de l'Agriculture, mais aussi les autres services, pour qu'effectivement, cette campagne que nous lançons pour les cultures de rente soit véritablement un succès. Mais en voyant les statistiques, on voit que Kindia n'a pas du tout travaillé. Kindia n'a même pas fait le tiers des semences qu'ils ont reçues. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait qu'on fasse l'enquête. Bokeh, qui est le centre où on a acheté les semences, Bokeh n'a pas rempli son quota, contrairement à Bofa, Gawal, Kundara et la Haute-Guinée, toutes les préfectures ont rempli leur quota. Tout ce qu'on a donné comme semences, il y en a même qui ont fait plus, puis ils ont acheté des semences eux-mêmes. Mais Kindia, non, principalement, mais Bokeh aussi. Ça, c'est en ce qui concerne. Or, vous savez très bien que le noix de canne va complètement changer les conditions de vie des populations. Avant, notre noix de cajou était vendue en Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de payer aux paysans le prix qu'on les paye en Côte d'Ivoire et on a supprimé la taxe qu'ils payaient au port. Donc maintenant, personne ne peut exporter le noix de cajou. Nous avons dit, si jamais on prend un camion, non seulement on saisit le produit, mais on saisit sur le camion.
Donc les préfets et les sous-préfets doivent travailler avec les services du ministère du Commerce et autres pour que l'exploitation ne soit plus possible, que ce soit le riz, que ce soit l'anacarde, que ce soit le café, le cacao, tout cela. Tout doit être exporté par le port de Conakry. Nous n'accepterons plus qu'il y ait de trafic frontalier sur nos produits que nous subventionnons. Ça, c'est au niveau de l'agriculture. Maintenant, nous avons la pisciculture. Nous avons 10 000 cours d'eau et nous manquons de poissons. Souvent, il y a eu des affrontements, je crois qu'entre Makono et Picheou, là, parce qu'ils ont commencé la pêche plus tôt. Donc, nous avons fait venir des alevins de Côte d'Ivoire et nous allons envoyer des alevins dans toutes les préfectures afin que nous développions la pisciculture à ce moment. Vous savez que chaque fois que je cultive notre nourriture, il y a trop de diabète et trop d'AVC à cause de notre nourriture. Donc, l'augmentation de la consommation du poisson va complètement changer ces conditions sanitaires. Donc cela, nous devons le faire presque partout, il y a des mares. Ensuite, maintenant, il y a l'élevage de poulets. Nous avons acheté 175 000 poussins en Côte d'Ivoire, mais comme il y a la grippe aviaire en Côte d'Ivoire pour le moment, nous ne souhaitons pas qu'on nous livre les poussins pour le moment. Parce que sinon, on va avoir la grippe aviaire ici. Donc nous attendons. Vous voyez, ça vient d'arriver au Togo. Donc on ne peut pas prendre le risque d'importer actuellement. Même si on a payé, on ne peut pas prendre le risque d'importer les poussins actuellement. Mais nous voulons développer aussi sérieusement l'élevage de poussins. C'est pourquoi nous avons voulu qu'il y en ait au moins 2 usines d'alimentation de bétail et de volailles. Et cela va permettre de mettre en place des coopératives de jeunes. Par exemple, ceux qui ont reçu les porcs en forêt, ils ont l'obligation de prendre un certain nombre de jeunes, de leur apprendre l'élevage de porcs pour que ces jeunes puissent s'installer en coopérative. Ça va être la même chose pour la pisciculture, la même chose pour les volailles. Maintenant, nous avons le problème des bœufs. Vous savez très bien que les bœufs, ils ont la divagation, ce qui entraîne des morts comme dernièrement au Mali, avant en Côte d'Ivoire. Et pour cela, donc, nous allons faire la journée des éleveurs à Gawal, parce que Gawal est la plus grande région, la plus grande préfecture d'élevage en dehors de Beila. Mais le problème qui se pose, c'est le problème logistique. Mais le colonel Sandé qui a passé là-bas, il m'a dit que c'est possible parce que c'était entre Gawal et Dingra. Dingra a beaucoup plus d'infrastructures, mais de Gawal produit plus. Il faut voir maintenant si on peut organiser, si Gawal peut recevoir la journée des éleveurs. Il s'agit de sensibiliser les éleveurs pour qu'ils fassent les enclos pour les bœufs et que ces bœufs soient nourris avec l'alimentation des bétails. Ce qui va donc mettre fin à la divagation des bœufs et à toutes les bagarres. Surtout, au fur et à mesure, si nous développons la production d'anacarde, avant que la plante ne graine, il ne faut pas que les bœufs viennent détruire ces graines. Ça, c'est en ce qui concerne donc, c'est amener donc les paysans, les éleveurs à changer leur mode d'élevage. Et pour cela, parce qu'en utilisant l'alimentation des bétails, bien sûr, ils vont payer, contrairement à l'herbe qu'ils vont brouter, mais ça va leur donner des bœufs beaucoup plus gros. Donc, ce qui est payé pour l'alimentation des bétails par rapport à l'augmentation de kilos, il n'y a pas de commune mesure. Donc, l'augmentation des kilos compensera largement ce qu'ils payent, sans compter aussi que la production de lait des vaches va être améliorée. Mais tout cela, il faudra préparer pour bien sensibiliser les éleveurs à cela. Donc ça, c'est dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Aussi, nous allons faire venir des rizeries, c'est-à-dire des machines qui transforment le riz paddy en riz net et qui peuvent faire 5 tonnes par jour. Nous allons d'abord faire venir quelques machines, le temps que nous puissions bien calibrer nos riz paddy pour commander maintenant des machines qui correspondent à ce calibrage. Donc si je prends des régions, par exemple Dingaï, Mandiana et Lora principalement, on va sérieusement renforcer la production de maïs, mais aussi en Haute-Guinée et en forêt, par la production d'arachide. En Haute-Guinée, de sésame aussi. Là, il y a aussi l'artisanat. J'ai reçu la dernière fois des femmes, et j'ai vu que ces femmes aujourd'hui font comme au Burkina ou au Ghana, elles peuvent conditionner les produits comme le beurre de karité, le miel, etc. pour exporter. Donc, je les ai reçus et nous sommes engagés à leur trouver des machines qui peuvent leur permettre d'avoir une production plus élargie. Donc, nous voulons accompagner les coopératives de femmes partout. Voilà donc un certain nombre d'activités extrêmement importantes. Maintenant, il y a un problème récurrent. Les sous-préfectures acceptent que la structure voisine vienne cultiver chez eux. Maintenant qu'on donne les engrais et les herbicides,
au lieu de se mettre d'accord, ils font des histoires et il y a des morts. Ça, on ne peut pas accepter ça, particulièrement en Haute-Guinée, particulièrement. Si vous avez demandé aux gens de venir cultiver chez vous, maintenant que vous voulez cultiver, vous mettez d'accord avec eux. Vous dites, bon, à partir de l'année prochaine, vous ne venez plus. Mais n'agressez pas les gens. Et ça, nous ne pouvons plus accepter ces affrontements entre sous-préfets, entre villages. On ne peut plus accepter ça, particulièrement à Sigrin. On ne peut plus accepter ça parce qu'il faut que maintenant l'autorité de l'État s'impose partout. On ne peut plus accepter ces règlements de compte entre sous-préfectures ou même parfois entre villages, entraînant des morts. Nous avons fait venir les machines de la forme. Nous avons 14 machines à Cancan. Chaque machine fait 4000 briques par jour. Nous avons 10 machines à Conakry. Chaque machine fait 7000 briques par jour. Et ce que nous voulons maintenant, c'est systématiquement utiliser le géobéton pour changer complètement l'habitat en Guinée. On va, c'est-à-dire la construction des sous-préfectures, des différents bureaux, etc., des maisons de jeunes, etc., mais aussi des cités de fonctionnaires. Parce que la majorité des fonctionnaires sont à Conakry et l'intérieur est délaissé. Et à partir de maintenant, tous les gens qui passent le concours doivent s'engager pendant 10 ans à servir là où le gouvernement veut. Donc, ils seront obligés de servir maintenant, si on les envoie à Yomou, à Luluma ou à Maniana ou à Beila. Mais pour cela aussi, il faut qu'on commence donc à construire des cités de fonctionnaires pour que les gens n'aient pas de problème de logement. Donc, dès le mois de septembre, nous avons commencé. Évidemment, on ne pourra le faire que là où il y a beaucoup d'argile. C'est le cas, par exemple, de la Haute-Guinée, ce n'est pas le cas de la forêt. Mais on va voir comment, progressivement, on fait le développement, comment on peut transférer des briques, par exemple, de Beila en région forestière. Donc, nous allons avoir en Haute-Guinée, comme il y a beaucoup d'argile, 2 machines par préfecture, pour que non seulement on puisse maintenant construire des bâtiments administratifs. Je sais que les sous-préfectures, surtout, ne sont pas du tout équipés, les bureaux sont vieux, etc., les bâtiments sont vieux, etc. Bon. Donc nous allons progressivement avoir ce programme de reconstruction de toutes les structures administratives pour que les administrateurs soient logés dans des conditions, travaillent dans des conditions plus décentes. Ça ne va pas se faire en un jour, parce que si on commence, évidemment c'est progressivement, parce qu'en plus aussi, on doit aussi construire les maisons de jeunes, construire les marchés, et aussi aider les populations à construire, à utiliser le géobéton pour leur propre maison. Donc voilà un peu les différentes activités pour changer complètement les conditions de vie des populations. Par exemple, vous voyez, ce que les femmes font, ça c'est par exemple tisane de Kenkiliba qui fait pour les femmes. Ça c'est feuille de merengue qui est très important au point de vue sanitaire. Ça c'est par exemple le fougneau pré-cuit. Ça c'est le grumeau de petit mil. Ça c'est le couscous. Ça c'est le sumbara. Ça c'est le grumeau de petit mil. Ça c'est les mangues séchées. Ça c'est les feuilles de manioc pilées. Ça c'est le beurre de qualité. Ça c'est le savon noir. Bon, ça aussi c'est Sumbara, etc. Puis il y a le miel. Miel de la savane en Haute-Guinée, miel de la forêt en forêt et miel du Fouta. Donc il y a 3 types de miel. Et aussi il y a même des confitures faites par les femmes. Par exemple, ça c'est confiture de mangue, naturelle de mangue, etc. Bon, la farine de manioc. Donc les femmes font déjà ça. Le problème c'est que la production n'est pas large. Il s'agit de les accompagner pour avoir une production plus élargie. Ça veut dire de faire 10, de faire 100 ou 200. Nous avons donc discuté avec les femmes et nous avons demandé au service de voir quelles sont les machines qui existent, qui peuvent aider les femmes à produire davantage. Et nous savons que ça se fait dans beaucoup de préfectures. Par exemple, je vis à Dabola, à Kindia. Bon, les femmes faisaient beaucoup. Maintenant, il s'agit de les encadrer, de les permettre d'organiser en coopérative, d'avoir accès à des machines pas trop compliquées, mais qui peuvent les permettre d'augmenter.
Évidemment, pour cela, pour que ça puisse être commercialisé, il y a la présentation. Nous avons donc demandé à Ashok on va lui donner des modèles pour qu'il nous fabrique des pots et des sachets pour que ça soit bien présenté, pour que nous puissions vendre dans le cadre de l'Agora aux États-Unis. Nous avons donc commencé à demander à nos amis aux États-Unis de faire déjà la promotion dans les monoprix, etc., puisque le Ghana vend beaucoup de savon noir aux États-Unis, le Burkina a beaucoup de produits. Or, les Burkinabés comme les Maliens, c'est en Guinée qu'ils ont appris. Donc, ce n'est pas normal qu'eux soient plus avancés que nous aujourd'hui. Donc, voilà aussi des aspects dont vous devez vous occuper aussi dans votre préfecture pour favoriser l'organisation des femmes en coopérative et leur accompagnement. Bon, je vous ai écouté les conditions de travail, les crédits de fonctionnement. Les crédits existent très souvent, mais ça reste au niveau des ministères. Et c'est ça que nous allons combattre. Parce que lorsque le budget est voté, par exemple, je prends la sécurité, c'est prévu qu'il y ait tant de carburant pour tel ou tel, mais c'est gardé au niveau de Conakry. C'est pourquoi nous allons modifier. Le budget va avoir une préparation, une réunion avec le président d'abord, pour qu'on fixe les grandes lignes, pour que désormais le budget soit exécuté et tel qu'il a été voté, non pas que les choses soient accaparées à Conakry. Mais il y a aussi beaucoup de mensonges, parce que très souvent, les préfectures envoient des faux chiffres. Cette année, nous avons économisé 40 milliards pour les examens, parce que nous avons envoyé l'inspection d'État dans les préfectures, et on a eu le chiffre exact, parce que là où il y a 100 candidats, on nous dit qu'il y en a 1000, et on envoie l'argent, c'est détourné. Nous sommes en train de renforcer l'inspection d'État. Il y a demain le concours pour le recrutement de jeunes inspecteurs, donc nous allons renforcer seulement l'inspection d'État et leur donner les moyens maintenant de contrer effectivement. Il y a trop de détournements, non seulement à Conakry, mais surtout dans les préfectures. Et beaucoup de cadres sont au même poste depuis 20 ans, 30 ans, alors qu'ils sont des cadres financiers. Comment voulez-vous qu'il y ait un changement au niveau de ces gens-là? Ce que j'ai expliqué hier, lors de rencontres. Parce qu'on ne peut pas être receveur pendant 10 ans. Il y en a qui sont pendant 20 ans. Bon, 30 ans. Hein? Donc, tout ça, on doit avoir conscience. Ensuite aussi, au niveau nous ne pouvons pas accepter que les services de sécurité demandent l'argent aux gens. Ce qui se fait très souvent. Surtout au niveau des douaniers aussi, dans les frontières. Mais progressivement, nous allons renforcer les frontières pour avoir des scanners pour passer n'importe quoi rentre en Guinée pour que ça n'entre pas. Deuxièmement, pour respecter les règles de la CEDEAO, nous savons très bien qu'un camion ne doit pas dépasser tant de tonnes, qu'une citerne ne doit pas dépasser tant de litres. Or, toutes nos routes sont gâtées à cause de cela, parce que les gens ne respectent pas. Bon, on a vu dernièrement le pont de Mandiana qui est cassé parce qu'on amène une remorque alors que c'est interdit. Tout ça, vous vous laissez faire. C'est-à-dire, vous ne faites pas appliquer la loi. J'en arrive maintenant, alors, nous allons faire la journée des orpailleurs en Haute-Guinée. On a attendu parce qu'il y avait l'Ebola. Dès que l'Ebola est complètement fini, nous avons fait déguerpir tous les clandestins à Sigini, Mandiana, Kouroussa, etc. Et à notre grande surprise, nous avons constaté que c'était pas il y avait des orpailleurs, mais on a constaté que c'était des gens qui faisaient une exploitation industrielle, comme à Mandiana, quand on a arrêté même quelqu'un qui avait un porte-char. On a saisi aujourd'hui beaucoup de tracteurs, beaucoup de bennes. Je ferai remarquer au préfet de Sigini, ce n'est pas la peine qu'il nous écrive demander qu'on rende des bennes, on ne rendra pas les bennes. J'ai dit à la société française qu'ils savent que les gens là sont dans l'illégalité. S'ils louent, ça c'est tant pis pour eux. Nous n'allons pas rendre des camions bennes, nous n'allons pas rendre des tracteurs. Parce que très souvent, c'est des gens qui sont en ville à l'extérieur, qui utilisent des gens pour faire ça. Nous n'allons pas accepter ça. Donc, c'est saisi par le gouvernement, on verra ce qu'on va faire. Donc là aussi, nous avons l'or, mais l'or est évacué par les frontières et parfois par trafic. Nous sommes en train de nous organiser donc pour que tout l'or de Guinée soit exporté par Conakry et que les devises soient déposées sur le compte de la Banque centrale. Nous sommes donc en train de travailler, le ministère est en train de travailler avec les orpailleurs pour qu'on tienne la raison. Nous n'avons pas interdit l'exploitation de l'or contrairement aux mauvaises langues, il faut organiser. On n'interdit à personne d'aller exploiter de l'or. On va donner maintenant une carte professionnelle, pas permis, mais carte professionnelle. Permis, c'est pour l'exploitation semi-industrielle et industrielle. Mais eux, il faut qu'ils aient une carte professionnelle, on sait ce que tel est. Et le danger en Haute-Guinée, c'est que de plus en plus, les gens abandonnent les cours pour aller chercher de l'or. À ce moment-là, on n'aura pas de cadre dans cette région. Donc, toutes ces questions-là sont à revoir en ce qui concerne le fonctionnement de nos préfectures. Donc, dès ce mois-ci, nous allons commencer à fabriquer les briques, à former les gens pour fabriquer les briques
consolider, et ensuite maintenant envoyer les briques dans les différentes régions. Comme il y a beaucoup plus d'argent en Haute-Guinée, nous allons modifier, peut-être envoyer des machines qui font 7 000 briques par jour en Haute-Guinée, peut-être faire venir des machines qui font 4 000, puisque c'est en Haute-Guinée qu'il y a le maximum d'argile. Et aussi, on va mettre fin définitivement à la fabrication des briques cuites. Pour cela, on mène la désertification. La Haute-Guinée, par exemple, est en train de devenir un désert, non seulement à cause de cela, mais à cause des gens qui coupent les arbres pour vendre le charbon jusqu'au Mali. Nous allons interdire catégoriquement, nous n'accepterons plus qu'on coupe les bois pour faire du charbon et les vendre dans les pays voisins. Parce qu'on va transformer les pays en désert. Donc, nous allons lancer une campagne de reboisement. L'avantage de l'ANACAR, c'est que ça reboise aussi. Il est évident que les conditions de développement, le fait qu'on était au PPTE et qu'on avait les obligations de fonds monétaires, ensuite qu'il y a eu l'Ebola, ne nous a pas permis de finir. Mais si tout va bien, si Dieu nous aide, on finira le programme du fonds monétaire en octobre. Puisque le programme formel qui est lié au PPTE, à partir du moment où il nous annule la dette, et bien, nous impose des conditions. Ce qui sera différent après octobre. Nos rapports ne seront plus ce qu'ils ont été sous le programme formel lié à l'annulation de la dette. Aussi, nous sommes en train de diversifier nos relations, parce que la Guinée ne doit pas rentrer dans les conflits entre les États. Tout ce qui peut être utile au développement de la Guinée, tout partenaire qui peut être utile, nous le faisons. C'est pourquoi après 49 ans, j'ai rétabli les relations diplomatiques avec Israël. J'ai reçu le ministre iranien, etc. Même si nous sommes dans la coalition avec l'Arabie Saoudite, nous devons développer nos relations avec tous les pays dans l'intérêt bien compris de la Guinée. La Guinée ne doit pas se mêler des intérêts des autres pays, mais nous devons défendre tout ce qui peut nous permettre d'avancer, que les gens respectent notre souveraineté et qu'il y ait une coopération gagnant-gagnant. C'est pourquoi j'ai dit aux Israéliens, quand ils vont nous accompagner dans l'agriculture et que nous sommes en diplomatie, j'ai dit non, si nous ne voulons pas, parce que c'est la main qui donne au-dessus de la main qui reçoit. Moi, je veux une coopération gagnant-gagnant. Si vous devez nous accompagner pour telle activité, il faut que vos entreprises aussi viennent, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une contrepartie. Sinon, ça sera l'indépendance, ce que je ne veux pas. Donc nous allons développer une relation avec tous les pays, à condition qu'ils respectent notre vision diplomatique et notre souveraineté, qui ne s'ingère pas dans le fonctionnement de nos institutions ou qu'ils veillent influer sur notre politique. Voilà, donc bon, je suis d'accord qu'on ait une rencontre annuelle, nous allons voir comment préparer ça, mais il faut que les natures des préfets changent. Et vous voyez aussi, l'armée aujourd'hui s'implique de plus en plus, et on va impliquer l'armée de plus en plus dans le développement économique. Par exemple, nous allons donner une machine hydroforme à le génie militaire, pour que le génie militaire construise lui-même les camps, donc de conseiller installer les camps de Soronconi à Kouroussa, mais aussi les bâtiments qu'on va installer. Ensuite, les clôtures des gendarmeries et des camps militaires, etc. Bon, nous allons aussi renforcer le rôle de l'armée dans l'agriculture, puisque le général qui était chargé de ça est maintenant ministre, donc on va le remplacer. Notre priorité aujourd'hui, c'est l'énergie, l'agro-industrie et la bauxite. L'énergie, parce que nous avons besoin, sans courant, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement économique. Donc non seulement nous devons produire du courant pour nous-mêmes, mais pour vendre aux pays voisins. Si Swapiti a une double importance, d'abord il va produire 450 MW, mais l'autre importance de Swapiti, c'est qu'il va servir de réservoir à Kaleta et à Garafri. Vous savez que Kaleta c'est 240 MW, mais en période d'étiage ça descend jusqu'à 50. Donc l'avantage de Swapiti, c'est que Swapiti va servir de réservoir. Ça veut dire que Kaleta, après, lorsque Swapiti sera fini, Kaleta aura en permanence 360 jours sur 60, les 240 MW, et Garafil aura aussi les 70 MW parce que Kaleta va servir de réservoir. Nous avons lancé l'appel d'offres pour Koukutamba dans le cadre de l'OMVS, mais l'étude environnementale n'est pas encore finie. Malheureusement, il y a des chimpanzés à Tougué. Or, vous savez, la Guinée a la plus grande réserve de chimpanzés. Vous savez tous les problèmes qu'on a pour la protection de ces animaux. Donc l'étude environnementale va montrer où on les touche. Si on les touche, dans ce cas, est-ce que il y a une autre réserve, il y a une autre aire où ils peuvent vivre naturellement. Il faut que cette question soit réglée. Bon qu'est-ce que vous voulez, c'est le monde d'aujourd'hui. Hein. On n'avait pas me dire que les chimpanzés sont supérieurs aux hommes, mais on a, Gawal et Ruissal a été obligé de reprendre la route parce que la route qu'il devait faire devait toucher la réserve des chimpanzés, donc on les a obligés à contourner. Par contre, ce que nous n'acceptons pas,
c'est que ce que les autres ont fait avant qu'on nous empêche de faire. Les Américains sont contre les barrages parce qu'ils disent que ça déplace les populations. Mais les populations qu'on déplace, on ne les jette pas. On construit des plus belles maisons pour eux avec beaucoup plus. Donc la route nécessairement touchera un village à Gawal. Et je pense que les villageois sont très contents d'avoir des maisons en dur, etc. par rapport à ce qu'ils avaient avant. Et si l'Union africaine m'a désigné comme champion pour l'énergie renouvelable, nous avons dit aussi que ce n'est pas seulement l'énergie renouvelable, c'est l'énergie mixte. Parce que nous voulons bien qu'on nous finance pour l'énergie renouvelable, c'est-à-dire les barrages, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. Mais sur 1 milliard d'habitants en Afrique, 700 millions n'ont pas accès à l'énergie. Et si on prend l'Afrique du Sahara, donc ça fait 7 Africains sur 10. Si on prend l'Afrique au sud du Sahara, alors c'est 8 sur 10. Parce que l'Afrique du Nord est beaucoup plus avancée que nous. Donc, nous avons décidé que nous ferons l'énergie mixte, c'est-à-dire l'argent que l'Union européenne va nous donner, ça sera pour faire les barrages d'énergie solaire, mais nous allons faire d'autres barrages, d'autres utilisations. Par exemple, j'ai écrit au Premier ministre japonais pour qu'on puisse avoir leur expérience de charbon propre. Et à Nairobi, c'est toute l'Union africaine qui a demandé, et Kagame a eu une phrase très heureuse, il a dit, vaut mieux mauvaise énergie que pas d'énergie du tout. Parce que ne peut pas nous dire non, n'utilisez pas le charbon, c'est polluant, non, n'utilisez pas ça, c'est polluant. Et ils l'ont utilisé. Parce que si vous avez de l'énergie solaire, s'il n'y a pas de soleil, vous allez faire quoi? Et quand il n'y a pas de soleil, ils ont de l'énergie nucléaire. Mais nous, quand il n'y a pas de soleil, on va voir quoi? Donc nous avons décidé, avec le président Labad et maintenant tous les chefs d'État africains, qu'en plus de l'énergie renouvelable, nous allons continuer à faire des énergies mixtes. Parce que quand vous voulez faire un barrage, c'est 4 dans 5 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais au fur et à mesure où les énergies renouvelables se développent, on renonce aux autres énergies qui sont un peu plus polluantes. Et aussi, la Guinée aussi a été choisie comme champion pour la pêche, donc pour la lutte contre la pêche clandestine. Vous savez que nous étions sous sanction jusqu'il y a 2 mois, je crois. On était sur la liste noire de l'Union européenne, on n'était plus sur la liste noire. Mais si je dois aller d'ailleurs pour défendre l'Afrique, la lutte contre la pêche illicite, il faudrait-il que la Guinée soit un modèle, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut qu'on revoie sérieusement la politique de la pêche en Guinée. Dès maintenant, il faut que les paysans commencent à préparer les terrains pour que on puisse, la prochaine campagne, on puisse faire au moins 300 000 hectares d'anacarde. Il faut que vous suivez aussi, désormais nous voulons que vous impliquiez, qu'on mette peut-être une structure dans la préfecture qui va suivre l'addition des engrais et des herbicides. Parce que nous n'acceptons pas que nous subventionnions et que ça se retrouve dans les pays voisins. Voilà en gros. Bon, évidemment, les conditions de moi-même, j'ai fait 120 sous-préfectures. Je vais faire le reste. Je me suis rendu compte effectivement de l'état délabré des sous-préfectures, même des préfectures parfois, comme Bofa par exemple, etc. Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est pourquoi nous avons lancé les briques consolidées. Nous allons faire encore venir d'autres machines. Notre but, c'est d'avoir une machine au moins dans chaque préfecture où il y a, ou 2 dans chaque préfecture où il y a de l'argile, pour pouvoir changer complètement l'administration, mais aussi l'habitat des populations. Au Fouta, vous devez faire beaucoup plus d'anacarde, parce qu'il y a beaucoup de terres non fertiles. Les terres fertiles, c'est là où on fait l'élevage, la production d'irrigation, etc. Mais on a des terres qui ne sont pas... L'anacarde a besoin de terres pauvres. Il y en a beaucoup partout, en Haute-Guinée, en forêt, en Basse-Guinée. Il n'y a que la forêt qui a une condition à part. Donc il faut que vous suivez sérieusement. Bon, il y a aussi, c'est vrai que le comité de défense et de sécurité ne marche pas, alors que nous avons de sérieux problèmes avec, vous savez, le développement du terrorisme, le fait que la Guinée, nous avons quand même nos hommes à Kidal, donc nous sommes une cible. Il est extrêmement important qu'on veille sur ça. Et aussi, dans les préfectures, qu'on veille à ceux qui viennent, surtout les étrangers. Mais qu'on ne laisse pas non plus se développer, nous n'allons pas accepter, parce qu'aujourd'hui, le terrorisme, ce n'est pas seulement les Touaregs. Vous avez des Peuls dedans, des Malinqués, les choses, etc. Bon, des gens qui ont attaqué en Côte d'Ivoire ou au Burkina, ce n'est pas des Touaregs. Donc ça devient beaucoup plus complexe. Si vous prenez les gens de Massina, ben comment on peut distinguer un peu de Massina, un peu de Ouassoulou, mais autre chose. Donc ça devient extrêmement sérieux, le problème de sécurité. Alors, on va essayer progressivement, au fur et à mesure où nos productions augmentent. Quand je suis arrivé, on n'avait pas plus de 18 000 tonnes de bauxite par an. Cette année, Winning seul, par le fleuve, va faire 15 millions de tonnes. Comme ça, 13 millions, ça fait déjà
28, si on ajoute ce que va faire l'USAL. Mais notre objectif, c'est d'arriver à 50 millions de tonnes l'année prochaine et progressivement à 100 millions de tonnes. Parce que nous avons de la concurrence avec l'Australie et d'autres pays qui sont plus proches de la Chine. Si nous n'allons pas vite pour que notre bauxite soit la bauxite utilisée par les machines chinoises, si demain c'est l'Australie, nous aurons notre bauxite sur les bras. Il y a maintenant évidemment le grand problème de Simandou, le minerai de fer le plus riche au monde, mais qui souffre de la baisse presque catastrophique du prix du minerai de fer et de l'éloignement de Simandou. Mais là aussi, nous sommes en train de voir quelle politique nous allons faire pour que le fer de Simandou soit exploité, c'est-à-dire qu'il y ait le chemin de fer de Simandou jusqu'à Folkaria et ensuite le port en eau profonde. Nous avons d'autres minéraux, malheureusement, qui ont été bazardés, comme à Folkaria, le minerai de fer et celui de Farana. Tout ça, on va le voir. Aussi, le chemin de fer Conakry-Bamako, nous sommes en train de discuter avec les Chinois pour la possible construction de ce chemin de fer, comme le port de Conakry. Parce que le port de Conakry est plus proche de Bamako, de Dakar, de 200 km. Donc les Maliens ont plus d'avantages à faire leur fret en Guinée, mais il faudrait-il qu'il y ait des routes, qu'il y ait des chemins de fer et que le port soit agrandi. Donc nous avons un projet, nous allons essayer de trouver des financements de l'autoroute de Koya à Dabola, parce que évidemment, non seulement la route est détériorée, mais il y a trop de tournants, ce qui entraîne beaucoup d'accidents. Donc la route Koya, frontière de Sierra Leone, ça c'est financé par Rabat qui va être fait. La route Lola au Guinée a déjà commencé. J'ai fait un accord avec la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire fournisse le courant à la Haute-Guinée et à la forêt, courant moyenne tension, en attendant que le barrage de Kobidou et les autres barrages soient faits, que le courant de haute tension arrive. Mais pour cela, il faut du temps parce qu'on ne va pas mettre des poteaux de moyenne tension et demain qu'on met d'autres poteaux pour la haute tension. Donc il faut qu'on utilise que les poteaux qu'on va mettre aujourd'hui peuvent être utilisés pour la moyenne tension, mais demain aussi pour la haute tension. Parce que la moyenne tension permet à tout le monde d'avoir du courant, mais ça ne peut pas permettre aux usines de marcher. Donc il faut que nécessairement on arrive, alors, surtout qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui disent que la Haute-Guinée c'est bâti pour moi, mais je donne le courant à la Basse-Guinée au Fouta, comme si c'est moi qui avais fait les fleuves. Il faut voir, quand vous voulez faire de l'économie, quand vous allez dire aux gens, bon, de ne pas faire de barrage, qui va financer? Si vous ne faites pas un barrage qui a un impact économique, qui va financer? Alassane m'a dit, oui, je t'avais proposé ça il y a 3 ans. Mais il y a 3 ans, je n'ai pas voulu. Parce que s'il me donne du courant, qui va financer mes barrages? On va dire, vous avez du courant. Maintenant que j'ai Kaleta, que je vais avoir sur Pitié, que j'ai Koukountamba, et qu'avec la BAD, nous négocions pour Foumi, parce que Foumi a un avantage, non seulement il donne 90 MW, mais va permettre l'irrigation en Guinée, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Tchad. Donc c'est un projet inter-État qui va beaucoup booster l'agriculture. Or, comme le président de la BAD a promis de m'accompagner pour l'énergie, l'agriculture, et les ressources humaines, parce qu'un de nos grands problèmes, c'est qu'on n'a pas de cadre. Je ne suis pas sûr que si on vous dit maintenant de faire quelque chose en anglais, je ne suis pas sûr que 2 d'entre vous pourront. Parce que la plupart des cadres guinéens ne parlent pas anglais. Et sans compter que presque 80% ne savent pas aller sur l'ordinateur. Alors comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse avoir une administration performante ou bien une économie performante si on ne maîtrise pas? Mais les nouvelles technologies ont l'avantage, c'est que nous allons aller beaucoup plus vite. Avant, pour avoir le téléphone, il vous fallait faire des câbles. Aujourd'hui, avec votre petit chose, vous pouvez être dans le confins. Donc, nous allons avoir l'avantage d'aller très vite, à condition qu'on ait l'énergie et qu'on ait les routes et qu'on ait des cadres. Parce que sans énergie, on ne peut pas développer de nouvelles technologies. Et vous avez entendu ce que j'ai dit hier à la rencontre sur le PREMA pour la transformation de l'administration. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je crois qu'il y a beaucoup de sous-préfets aussi qui sont à la retraite. Il y a beaucoup de sous-préfets qui ne sont pas remplacés, enfin, d'après la mise en place du territoire. Donc, nous allons revoir toutes ces questions à partir de l'année prochaine, une fois qu'on aura fini avec le Fonds monétaire. Moi-même, j'ai constaté dans mes tournées dans les sous-préfectures, etc. Et je vais reprendre, parce que toutes les sous-préfectures que je n'ai pas fait, je vais les faire. Parce que l'administration n'est pas proche des populations. Le gouverneur ne se déplace pas, les préfets ne se déplacent pas. Et ce qui fait que les populations n'ont pas confiance à l'administration, parce que l'administration, ce qu'ils voient dans l'administration, c'est un aspect répressif ou c'est un aspect de brigandage. Donc, il faut qu'on rapproche l'administration des populations. Donc, moi-même, en allant dans les sous-préfectures, en discutant avec les paysans, je vois que le pouvoir n'est pas loin d'eux. Et si je vais, le préfet est obligé d'aller, le gouverneur est obligé d'aller. Si moi je peux aller dans les sous-préfectures, le préfet ne va pas dire qu'il ne va pas aller. Le gouverneur ne va pas dire qu'il ne va pas aller dans les préfectures.
Et j'ai dit aussi aux populations, ils sont là, à votre service, ils ne sont pas là. Quand moi je vais, je n'ai pas demandé qu'on demande aux paysans de donner des bœufs ou des moutons, etc. Qu'on trafique les paysans. Je n'ai besoin ni de bœufs, ni de moutons, ni de rien. Quand je vais, ma délégation, on a de quoi manger. Donc il n'est pas question qu'on demande aux paysans de fournir du riz, de fournir des poulets, de fournir ceci. Non, je n'ai jamais demandé ça à quelqu'un, ça n'a pas besoin. Si l'État ne peut pas, si le président n'est pas nourri sa délégation, donc il n'y a pas de pouvoir. Il faut que tout ça soit très clair. Voilà en gros ce que je tenais à dire. Mais votre rôle, du point de vue économique, va être de plus en plus important. Comme les diplomates aujourd'hui, on n'a pas besoin de diplomates politiques, le président se parle. On a besoin de diplomates qui font la promotion économique du pays et attirent les investisseurs. Et il est important aussi que le pays soit calme, parce que l'argent a peur du bruit. C'est pourquoi j'ai souhaité que le chef de l'opposition et moi atteignent un ensemble de relations régulières pour que tous les problèmes soient réglés de façon pacifique, qu'on n'ait plus des enfants dans les rues, qu'on n'a plus... Parce que si le pays est instable, les investisseurs ne viennent pas. Après l'Ebola, nous n'avons vraiment pas besoin. Nous avons besoin de beaucoup d'investisseurs, mais pour ça, il faut que le pays soit calme. Voilà en gros donc ce que je voulais vous dire. Nous aurons l'occasion de nouveau, puisque j'irai dans les régions, de discuter concrètement des problèmes locaux de chaque préfecture ou chaque région. J'espère que chaque préfet a bien noté ce que j'ai dit. Là où on doit développer les sésames, là on doit développer les noix de cajou, là on doit développer les cultures de tubercules, là aussi on doit développer le maïs, l'arachide, etc. Surtout Dinguiraï, Farana, Kouroussa, je crois, pour l'arachide. On a Dinguiraï, Farana, Dabola, Kouroussa, qui sont les MIAP. Aussi, le maïs, il y a aussi Dinguiraï, il y a Mandiana, il y a Lola, etc. Il faut commencer déjà donc à sensibiliser les éleveurs, en demandant au sous-préfet de commencer à les sensibiliser pour préparer la journée des paysans, parce qu'il faut absolument qu'on change l'élevage en Guinée, et que l'élevage soit un élevage industriel et non plus qu'on évite les conflits entre les éleveurs et les paysans. Nous allons donc faire venir les Nigéries et un petit nombre. Ensuite, maintenant, quand on a le calibrage, on va faire venir beaucoup d'autres, parce que ce que j'ai constaté, les paysans ils produisent, ils ont de l'IPADI sur le bras, donc ils ne produisent plus, parce qu'ils ont de l'IPADI de l'année dernière, comme ils vont produire. Donc il est nécessaire que tout le RIPADI produit soit tout de suite transformé. S'il ne va pas enlever le travail aux femmes, parce que les machines ne pourront pas tout transformer, et ces machines-là, c'est les femmes qui vont travailler là-bas. Le président de la République attentif s'est prêté aux questions de précision de certains préfets. Excellence, Monsieur le Président, vous venez de parler tout de suite de la journée nationale de l'élevage. Nous avons appris, comme vous l'avez dit, nous avons rencontré votre émissaire, le colonel Samé. Tout Gawal est informé de cet événement. Nous souhaiterions, comme nous avons eu l'occasion aujourd'hui, de savoir à peu près la période, parce que nous sommes en train de nous préparer, mais c'est un peu le saut dans l'inconnu. Est-ce qu'il y a de l'argile à Gawal? La bonne argile, il faut dire la vérité, il ne faut pas inventer. Oui, il y a de l'argile. De bonne qualité? Bon, bonne qualité, c'est que là, je ne peux pas dire exactement, mais je sais qu'il y a des briques cuites que vous ne voulez pas actuellement, que vous voulez changer, quand vous l'avez promis au passage pendant la pré-campagne. Il y a des briques. Il y a de l'argile. Il y a des briques qu'on utilise actuellement, donc c'est de l'argile que nous utilisons pour faire ces briques. Oui, mais nous avons interdit les briques cuites parce que c'est la déforestation. On va voir. Non, le problème que j'avais à Gawal, c'est la logistique. Les gens qui viennent, comment les gens... Bon, mais si vous avez... Sandé a dit que c'est possible. C'est résolu. Nous avons pensé qu'il y aura des invités de toute la Guinée, toutes les préfectures seront là-bas. Des préfectures qui font l'élevage. Bon, d'accord, ça c'est très bien, ça réduit un peu la contenance, donc c'est bien. On ne va pas faire venir une préfecture où il n'y a pas d'élevage. On a un hôtel fonctionnel qui est là-bas. Ensuite, nous avons vraiment recensé tous ceux qui peuvent loger les étrangers qui vont arriver. Est-ce que c'est vrai qu'à Gawal, vous avez utilisé à 100% les semences? Effectivement, nous avons reçu 6 tonnes, près de 500 kg. Nous avons utilisé entièrement. D'accord. Merci. Bon, on vous informera pour la journée du pays. Après, il faut bien la préparer.
Koundara, Excellence Monsieur le Président, je suis confronté à un problème de trafic d'enfants. Et à cela s'ajoute maintenant les dispositions prises par le gouvernement sénégalais qui fait que renvoyer les Guinéens tous les jours et de les laisser soit à la frontière de Missia, ou à Koundoufourou, ou à Sambé. De décembre 2015 à nos jours, j'ai eu à ramasser près de 650 enfants. Ça, il faut quand même que vous preniez contact avec votre collègue dans l'administration du Sénégal pour voir cette question. Moi, je veux bien que les Sénégalais excluent des mendiants, mais au moins, il faut qu'il y ait un accord avec nous pour voir comment ces Guinéens vont venir. Ces Guinéens sont envoyés sur ce président de l'État sans dignité, sans honneur. Ils sont largués. En principe, ils disent qu'ils envoient les mendiants. Pas les mendiants seulement. Et mieux, j'ai demandé à M. le gouverneur de l'abbé de m'aider. Parce que ces trafics d'enfants, tous ces enfants... C'est deux choses différentes. Trafic, c'est une chose d'envoi. Il faut différencier les deux choses. Le trafic, d'abord, nous avons interdit, nous avons arrêté les gens qui recrutent des enfants, soit des enfants, les envoyer au Qatar. Nous savons bien quelles sont les conditions. Les gens là-bas sont comme des esclaves. Nous avons déjà arrêté les gens ici, je crois. On est en train de les interroger pour casser toute la filière. Parce que, évidemment, c'est envoyer des enfants là-bas pour en faire des esclaves. On dit aux parents qu'on va les trouver tout à l'heure que c'est pas vrai, on sait dans quelles conditions vivent les gens là-bas. Et on a déjà démantelé la filière ici. Enfin, on a arrêté les gens, on est en train de démanteler la filière en ce qui concerne Conakry. Maintenant, le trafic des enfants là, c'est des enfants qui viennent d'où? Et c'est des enfants de Koundara ou c'est des enfants qui viennent d'autres préfectures? Tous ces enfants viennent des autres préfectures de Mali, de Labé, de Lélouma, de Tougué, un peu partout, même de Boké et même de Gawa. Alors il faut prévoir une réunion avec l'administration, avec la région de Boké et de Mamou Labé, une réunion spéciale pour cette question-là. Oh oui, parce qu'on ne peut pas accepter que nos enfants partent comme des esclaves. Et une fois que ces enfants sont sur le territoire sénégalais, ils sont interceptés immédiatement, retrouvés. Quitte à nous maintenant. Mais attendez, ceux qui vont au territoire sénégalais, mais ça, c'est pas trafic d'enfants, ils vont d'eux-mêmes ou bien c'est les gens qui les envoient? Trafic d'enfants, c'est plutôt les gens qu'on envoie dans les pays arabes. Est-ce qu'on envoie des enfants au Sénégal? Oui, ils sont convaincus qu'ils ne vont pas de destination finale Sénégal. Ils vont au Fouta-Doro, au Niger, c'est des convoyeurs que nous avons toujours. Mais c'est la convoyeur qu'il faut arrêter du son. Oui, nous avons arrêté sur ce président. Mais une fois que ces convoyeurs sont déposés au niveau de la justice, 4 jours après, vous voyez ces convoyeurs. Bon, ça, on va revoir aussi cette question. Vous allez déjà prévoir une réunion sur ça avec la justice et la sécurité pour prendre les dispositions contre ça. Récemment, j'ai reçu la visite de Madame la ministre des Affaires sociales qui est allée constater toute cette réalité sur le terrain. D'accord. Donc vous allez prévoir une rencontre entre le gouvernorat de Boké, de Mamou et de Labé sur cette question. Avec les services de sécurité, mais aussi le ministère de la Justice. Au point de vue terrain argileux, j'avoue que Koundara, nous avons de l'argile. Et par rapport... On verra. Par rapport à la carte d'excellence, vous pouvez demander au directeur d'Amboka, nous avons initié quelque chose et nous avons constaté que ça a bien marché. Indépendant des 19 tonnes dans la carte que nous avons reçue, nous avons encore demandé à ce qu'on nous donne 10 tonnes. Nous avons reçu les 10 tonnes, nous avons réparti entre les collectivités pour qu'il y ait des présentations communautaires. Est-ce que la période n'est pas dépassée? Non, c'est que nous avons fait ça. M. Condé, le directeur d'Amboka, le directeur général, a été, et c'est lui-même qui a lancé aussi ces choses, ces travaux-là, au niveau de toutes les collectivités. À telle enseigne qu'à Koundara, nous avons chaque CRD de chaque collectif. Et le coton? Le coton aussi. Nous avons cette fois-ci reçu beaucoup d'engrais à ce niveau. Et le projet coton Kanka a été, et je crois que l'expert nous a félicité. Parce qu'il y a eu une forte campagne de sensibilisation. Il y a le plan de la piste rurale qui a été financé, qui est très bien fait, mais malheureusement le plan de bac entre Koumbaï et Sarabayo, le bac bien que financé, ils ont fini de réparer, mais jusqu'à présent le bac n'est pas toujours. Pour la simple raison que l'entrepreneur dit qu'il n'a pas reçu l'argent, donc il ne peut pas donner le bac. Bon, ça il faut vérifier. Ensuite, la route Boké-Kebo l'appel de faire été gagné par la société chinoise qui va venir, parce que on va de la route Boké-Kebo, ça, une route dont on va demander le financement à la Chine. Boké-Gawa,
Monsieur le Président, Excellence, le préfet de Gawar. Mais c'est ça, je vous dis, c'est cette route-là qui, il y a une appel d'offres, c'est pour jusqu'à Kibo, je crois, Gawar Kondara, jusqu'en dehors de Kibo, c'est à la frontière, non? C'est excellent. Donc ça va être, c'est parmi les routes qu'on va présenter lors de mon séjour en Chine. Merci, Excellence. Nous sommes très heureux d'avoir entendu ici la poursuite de la visite des sous-préfectures du programme pour bientôt. Par rapport à ça, je souhaite que Sangaréa, la sous-préfecture, Sangaréa, j'ai appelé, j'ai ajouté une personne pour la Mecque. J'ai demandé à Nabé d'accélérer, puisque nous allons faire des forages avec panneaux solaires dans toutes les sous-préfectures. J'ai dit d'accélérer pour Sangaréa. Moi-même, j'ai appelé les gens de Sangaréa, j'ai appelé les sous, je ne sais pas à qui, dans la commune, pour dire qu'effectivement, parce que Sangaréa, chaque fois que je devais aller là-bas, le temps ne permettait pas à l'hélicoptère. Bon, ils ont même pris en otage les super-héros, etc. J'ai dit aussi Nabé qu'en priorité, il faut commencer pour le forage à panneaux solaires. Parce que le forage à panneaux solaires, vous cultivez, vous n'allez pas chercher l'eau, vous avez le robinet, comme vous avez dernièrement à Sassano. Donc, dans toutes les sous-préfectures, on va faire des forages à panneaux solaires. Et maintenant, dans les villages, des forages simples. Je sais qu'il y a déjà. Et Sangaréa a eu droit à 2 pèlerins puisqu'ils avaient un. Moi-même, j'ai demandé d'ajouter un autre. Donc, je sais que Sangaréa, c'est un grand problème. Enfin, on continue. Effectivement, comme vous savez, pendant la campagne, Sangaréa se mobilisait pendant une semaine. Vous attendez, donc nous étions là-bas. Mais vous voulez que l'hélicoptère tombe? Oui, non, nous sommes d'accord. Je devais aller à partir de Pita, je n'ai pas pu. À partir de Télimilé, où je vais aller, on a été obligé de rentrer précédemment parce que l'orage venait. Donc, moi, je suis tributaire de l'hélicoptère, je ne peux pas voler. Et je devais aller de Tougué, je devais aller à Badoula, comment ça s'appelle, Badoula, à Mandansara, Dinansara, je n'ai pas pu parce que le temps ne permettait pas. En fait, Monsieur le Président, c'est le premier bac de Sangaréa. Vous savez, là, c'est à Sangaréa, il y a 2 bacs qui sont débutés depuis un moment. Donc, là aussi, nous avons déjà une démarche avec la ville de notre département. Au niveau du DPM, le problème est encore là. Ce qui fait que Sangaréa est coupé, l'après de Pita, par ce bac-là, par le bac, et l'autre côté, le côté terminé. Et c'est eux qui peuvent vous prendre en otage. Notre objectif, c'est d'éliminer tous les bacs un jour pour avoir des ponts, mais évidemment, ça ne va pas se faire d'un coup, mais progressivement. Pour qu'on arrive à éliminer les bacs pour avoir des ponts définitifs. Mais ça, c'est dans le programme. Si vous n'avez pas fait en 5 ans, vous voulez que moi je fasse en 2 ans, c'est ça le problème. Nous avons accueilli avec joie l'avènement des machines pour les briques, puisque nous avons déjà identifié les zones où il y a l'argile de bonne qualité entre Yaraguerela et Bela. La zone est très propice pour cette pratique. Oui, mais il faut d'abord qu'on forme les gens. On va commencer à former les gens à Cancan. Il faut qu'on forme les gens d'abord, parce que c'est une machine, il faut que les gens apprennent à utiliser. Donc on va commencer à former les gens. On va sélectionner des jeunes et commencer à former les gens pour maintenant qu'ils sont encadrés pour faire ces briques. Parce que n'importe qui ne peut pas les faire. Donc Bouba va aller la semaine prochaine à Cancan. Et il faut commencer déjà à voir comment on peut sélectionner les gens préfecture par préfecture pour les former avant d'envoyer les machines. Merci, Excellence. Merci. Le problème auquel Mamou Bill Carrefour est confronté est celui de la sécurité. Nous avons enregistré beaucoup de cas de braquage sur les différents axes qui mènent en Mamou. En plus, je voudrais porter à votre attention que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour assurer honorablement leur mission. Je voudrais alors solliciter très respectueusement que les services de défense et de sécurité sur le terrain, dans le cadre de la lutte contre les cas de braquage, que ces services soient renforcés à travers, comment on appelle, la mobilisation des unités spéciales. On a déjà mis en place une commission. Nous avons demandé que la gendarmerie et l'armée collaborent pour la lutte contre les coupeurs de route. On a donné des véhicules blindés aux gendarmes. On a demandé maintenant qu'ils se mettent d'accord avec les militaires et ils doivent nous déposer bientôt là l'aéroport. Mamou Dagola
Mamou Farana, Bouquet, Koundigawa, Koundara, etc. pour qu'il y ait des patrouilles mixtes, armées, gendarmerie, et avec l'ordre de tirer, parce que les coupeurs de route sont des gens qui tirent. Donc, l'armée et la gendarmerie se sont déjà réunis, on va nous faire des propositions.